Ça marche? Oui? Ok. Bonjour Claudia. Bonjour Béatrice. Bon, alors j'ai spoilé le début puisque j'ai dit ton prénom et ma première question c'est quel est ton nom et où est-ce que tu te trouves en ce moment? Voilà. Alors, je suis Claudia Gollet et je me trouve chez moi, là, à Pantin, dans le nord-est de Paris. Mon cabinet se trouve dans le 11e arrondissement, près de Bastille. Près de Bastille. La deuxième question, elle est plus vaste, c'est qui es-tu comme personne? Ça veut dire, oui, c'est l'ensemble de tes qualités, de tes intérêts, euh, de, oui, de tes valeurs. Bon, je me surprends déjà avec la première question. Qu'est-ce que ça va être avec les autres? Je crois que tu allais me poser des questions sur la Gestalt, moi. Ah mais oui, oui, mais à la fin, mais ça commence par toi, mais c'est pour ça que je t'ai rien dit. Tu commences par le plus difficile. Oui, bah après, tu seras très à l'aise. Bon, alors, qui suis-je? Je vais déjà commencer par les choses qui me tiennent à cœur, mais qui sont plutôt identitaires. C'est-à-dire que je suis gestalt thérapeute depuis 30 ans. Je suis formatrice en gestalt thérapie depuis 20 ans, superviseur et formateur de superviseurs depuis une quinzaine d'années. Donc, autant dire que qui suis-je? Je suis très, comment dire, attachée à l'enseignement et à la posture gestaltiste. Ça fait déjà partie de mon identité. Sinon, je suis maman d'un fils de 31 ans et grand-maman depuis 4 mois. Ça, c'est une nouvelle identité qui me plaît beaucoup. Qui suis-je? Alors, c'est un peu vaste comme question, c'est vrai. Tout de suite, ce qui me vient, c'est plutôt des renvois que me font les gens quand j'enseigne ou quand je fais mon métier, ou dans la vie d'ailleurs, parce que c'est assez commun aux deux parties de mon existence. On dit de moi que je suis quelqu'un de généreux. Alors c'est un peu bateau comme formulation, mais je suis très fière de ça, parce que en fait, je viens, moi, d'un état de moi sacrificiel, tu vois. J'étais plutôt dans le sacrifice, les autres, fallait faire pour les autres. Et donc ça a été un sacré boulot de transformer le sacrifice en générosité. Mm. Et aujourd'hui, je me sens généreuse de belle façon, c'est-à-dire que j'attends pas de retour, j'ai vraiment du plaisir à offrir, à donner. Et c'est vraiment aussi quelque chose que je fais pour moi, quoi, pas uniquement pour l'autre. Donc j'ai quitté le sacrifice. C'est très jouissif, je dois dire. Donc ça m'a beaucoup renvoyé, aussi bien dans ma famille que dans mon métier. Qu'est-ce qu'on dit Alors, il y a un compliment qui m'a beaucoup touchée, qu'on m'a fait récemment. C'est une personne qui m'a dit qu'une fois qu'on sortait de mes cours ou de mon enseignement ou de mes groupes de thérapie, on se sentait important. Alors ça m'a fait plaisir. Parce que, voilà, je pense que c'est une de mes qualités. Je sais, d'ailleurs, je ne fais pas beaucoup d'efforts pour ça, je crois que c'est naturel depuis toujours, ça. Je sais voir le beau chez les gens, tu vois, ça m'intéresse drôlement. Et donc, voilà, je pense que je sais faire ça. On m'a dit aussi que j'avais des couilles au cul, ça, dans un premier temps. Je ne sais pas très bien, je n'ai pas su comment le prendre. Et puis, vu la personne qui m'a dit ça, je me suis dit, c'est un super compliment. Et puis ensuite, elle a développé quand même. Oui, c'était un peu succinct. Et donc, elle voulait parler sans doute d'une espèce de solidité, de puissance qu'il y a chez moi. Surtout solidité, je pense.
Et ça aussi, j'en suis assez contente d'être quelqu'un comme ça. J'ai beaucoup de défauts. Tu as 1 heure et demie ou deux de toi. Les défauts, en fait, ça fait pas partie des questions. Moi, j'ai les passions, les qualités, les intérêts, mais si vraiment tu veux te sacrifier, tu peux Ah aussi. oui, mais il faut que j'en dise un ou deux, sinon je vais me D'accord. sentir mal. Je suis quelqu'un de très feignant, très, très feignant. Je déteste l'effort. Mm. Je déteste l'effort. Alors, comme tous les grands feignants, je travaille 10 heures par jour, 7 jours par semaine. Hein. Mais tout ce que je fais, il faut que ce soit sans effort, parce que je déteste ça. Je pense que c'est une Comment tu réaction. expliques ce paradoxe? Tu dis, comme tous les grands feignants, tu travailles 10 heures par jour, mais sérieusement, quel est le lien entre ta fainéantise et le fait que tu sois, parce que moi, je le sais que tu es une très, très, très grande travailleuse. Je pense qu'il y a un zeste de culpabilité, tu vois, parce que quand même, on est dans une société où il y a le culte de l'effort, tu vois, donc je me sens un peu mal de ne pas aimer ça, tu vois. Sauf dans le domaine sportif, je m'en fous. Tout le monde veut que je fasse du sport, moi je ne veux pas. Mais dans le sens intellectuel ou du travail de formation, des fois je culpabilise un peu, alors voilà. Et puis j'aime mon travail tellement, tellement, tellement que comme Ah il oui. ne me demande pas d'effort, bah, voilà, je suis en roue libre des fois. Mm. Alors, on est plus, c'est plus dans le registre de la passion, en fait, Oui, où oui, ça n'a rien à voir avec l'effort. oui, voilà, je ne fais pas d'effort dans mon métier. Je travaille, mais je ne m'associe pas travail et effort, moi, tu vois. Je travaille, oui, c'est être présent à ce que je fais, c'est faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais je ne ressens pas d'effort. Et donc, j'arrête moi, quand ça devient chiant. Mm. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est un défaut quand même, parce que c'est vrai que des fois, il faudrait peut-être aimer un peu ça, mais j'ai décidé que je ne travaillerais pas ça. Oui. Voilà. C'est- Un autre défaut que j'ai, c'est qu'à côté d'une tolérance assez forte aux autres, je peux être très intolérante quand ça atteint quelque chose chez moi je sais pas, pas qui me blesse, parce que ça, c'est pas un problème pour moi, mais quand ça atteint une valeur, par exemple la mauvaise foi, je déteste la mauvaise foi, et alors si je rencontre la mauvaise foi, je peux devenir très, très, très intolérante, Mm. avec tous les mauvais côtés de l'intolérance. Là, je suis un peu dur à ce moment-là. Mm. Voilà. Et bien d'autres, mais je ne vais pas tous les citer quand même. Non, ben non. Non, il faut garder de l'espace pour tout ce qu'il y a d'autre. Oui. Tu disais justement, tu fais un lien entre la mauvaise foi et le fait que ça touche à tes valeurs. Tu peux m'en dire un peu plus sur tes valeurs, justement? À quelle valeur ça touche pour toi la mauvaise foi? Bah, ça touche à l'intégrité, l'honnêteté, et pour moi, c'est plus qu'une valeur, enfin, c'est une valeur pour moi. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour l'honnêteté. Et, mais c'est aussi que pour moi, c'est un repère, l'honnêteté. C'est-à-dire que je peux tout entendre, moi, du moment que c'est vrai, tu vois, parce que ça va, pour moi, c'est facile de s'orienter quand les choses sont dites et qu'elles sont justes. Par contre, quand il y a de la mauvaise foi, quand il y a du mensonge, je perds des repères. Et je pense que mon intolérance, elle vient de l'insécurité que ça provoque chez moi. Je ne sais plus comment me diriger. Surtout que, bon, on sait ce que c'est, dans le chant, tu perçois quand même vaguement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors là, je me sens insécurisée, moi, tu vois, donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus qu'une valeur, c'est un repère important pour moi. Peut-être aussi parce que j'ai vécu dans une famille où on mentait beaucoup et où il y avait beaucoup de mauvaise foi, Mm. donc c'est sans doute devenu assez épidermique, ce rejet que j'ai de- voilà, de cette manière d'être, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sont importantes? Oui, beaucoup.
beaucoup. Elles sont beaucoup liées d'ailleurs à la Gestalt, donc j'imagine si tu as l'intention de me poser des questions là-dessus, on y reviendra, mais c'est vrai que ben, la solidarité, c'est une valeur importante pour moi. C'est très lié, enfin, je crois que j'aime la posture gestaltiste aussi à cause de ça, ou grâce à ça. Hein, c'est que pour moi, cette inséparabilité organisme-environnement, c'est très lié avec la solidarité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans l'autre, alors on fait avec l'autre. Voilà. Ça, c'est une grande valeur pour moi. La joie, l'humour, la façon de dédramatiser et de prendre du recul sur les événements, c'est une valeur pour moi. Et ça colore pas mal aussi mon travail. Je, je trouve que c'est important dans la vie de prendre du recul sur soi, sur les autres, sur les événements. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bon, d'autres choses me viendront. Là, pour le moment, je ne sais pas trop. Tu n'as pas beaucoup parlé de tes intérêts en dehors de ta passion pour ton métier. Est-ce que tu as d'autres intérêts et d'autres passions que cela? Oui. Alors d'ailleurs, c'est plus des intérêts en ce qui me concerne, parce que finalement, je ne suis pas quelqu'un de passionné dans le sens, tu vois, je suis plutôt quelqu'un de mesuré, moi. Et donc, mais par contre, j'ai beaucoup de centres d'intérêt. Et bah, par exemple, je me suis remise, j'allais dire au piano, en effet, quand j'avais 10 ans. Je me suis mise au piano il y a 1 an, voilà, parce que ça m'intéresse. Mon intérêt, c'est apprendre. Ah. En fait, si je pouvais ne faire que ça, apprendre et enseigner. Dès que j'apprends quelque chose, j'ai tout de suite envie de le transmettre. Donc là, j'ai appris 3 choses au piano. Je prévois déjà de les enseigner à mon petit-fils, qui à 4 mois s'en fout complètement. Je pensais que tu l'avais déjà mis. C'est déjà prévu. Je pense que je vais lui faire écouter quelques notes déjà. Donc j'adore apprendre. Donc j'aime les arts. J'aime la fête. J'ai beaucoup d'intérêt pour les réunions professionnelles, familiales. J'ai beaucoup d'intérêt pour les gens. Je crois que bien avant d'être thérapeute, des fois je me faisais interpeller dans la rue parce que je restais devant une personne comme ça à la regarder. Parce que ça m'intéressait, comment elle parlait, comment elle fonctionnait. Alors au bout d'un moment, j'attirais son attention, elle venait me demander ce que je lui voulais. Mais je reste comme ça fascinée par dans le métro, c'est terrible, parce que je reste fascinée par les gens, sur comment ils échangent. Donc je crois que je suis intéressée par l'humain, beaucoup plus que par la nature d'ailleurs. Ah oui. Ah oui, j'ai pas un grand intérêt pour la nature. Et donc, je préfère la ville parce qu'il y a plus de gens. Tu as été élevée en ville? Non, j'ai été élevée, c'est peut-être pour ça que j'ai plus d'intérêt pour les gens, d'ailleurs, j'ai été élevée en banlieue parisienne. Alors, en banlieue parisienne, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Alors là, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a tout ça. J'aime bien, hein, j'aime bien. Mais... Oui. Et moi, je voulais voir des gens. C'est ça, ça. La nature, pour toi, c'était associé, en tout cas, à l'isolement, à la coupure, plutôt. Voilà. Et ça a été très longtemps associé à l'ennui. Et donc, aujourd'hui, j'aime la nature, j'aime la mer, surtout, j'aime beaucoup la mer. Mais si on me demande de choisir, je préfère une belle grande réunion avec des gens. Tu vois, une bonne manifestation. Voilà, plutôt qu'une balade en forêt, tu vois. Alors, ça ne fait pas photo pour moi. Alors, je sais que souvent, je suis à contre-courant avec les gens parce que je trouve que tout le monde a une espèce d'amour pour la nature. Surtout en ce moment. Qui m'étonne. C'est curieux, ça. Voilà. Donc, quand on est intéressé par les gens, forcément, il y a beaucoup de choses qui en découlent, beaucoup d'intérêt, parce que
la culture, le voyage. Je voyage beaucoup, j'ai beaucoup voyagé. Beaucoup de choses. Les bébés, je suis très, très passionnée par les bébés. Pas pour en avoir, parce que j'en ai qu'un finalement, mais pour les regarder, pour les observer. J'apprends beaucoup de mon métier en les observant. Parce que je trouve que c'est des experts du contact. Et c'est fascinant à regarder. Tu vois, là, mon petit-fils de 4 mois et demi, il est fascinant comment il perçoit les vibrations du chant, comme on dit. Et tout de suite, tu vois, il s'ajuste déjà à ça. C'est juste spectaculaire. J'adore. Tu me fais envie quand tu me parles de ton Ah petit-fils oui, tu vas et des voir. bébés. Ça va être formidable. J'imagine la petite odeur aussi, Ah, tout ce qu'on peut percevoir d'eux, mais c'est vrai, le la regard. petite bouche quand il parle, là, tu sais, et puis il te raconte des discours déjà. Oh, non. Je suis tombée en amour dès que je l'ai vu, mais tu sais, c'est presque encore plus fort qu'avec son propre enfant. C'est ça qui m'a surpris. Ça m'a surpris. J'ai de la chance de faire cette expérience. Ah oui, j'en profite alors là, à fond. Et je ne t'ai pas demandé ton âge, si tu as envie de nous le donner, mais ton âge et aussi, surtout, comment tu le vis. Moi, j'ai 64 ans, 65 à la fin de l'année. Ça m'embête d'avoir 64 ans. Je trouve que, comme disait, je ne sais plus qui d'ailleurs, c'est chiant d'être vieux. Et à 64, 50, 65 ans, on peut me renvoyer ça. Pas que je suis vieille, les gens ne se permettraient pas, mais je suis déjà classée dans la catégorie âgée quand même. Et mais moi, ça ne me dérange pas parce que je ne le sens pas. Je ne le sens pas du tout. Je crois que je me suis arrêtée à 40. Et depuis, bon, alors j'ai bien quelques douleurs de temps en temps quand même, mais je mets ça sur le compte de la fatigue. Oui, je travaille trop. Donc je ne sens pas vraiment l'âge qui passe pour le moment. Donc ça ne me dérange pas plus que ça. Je pense que ça me dérangera quand commencerai à me sentir handicapée par l'âge. Mais je n'arrête pas de travailler, j'arrête pas de sortir, j'arrête pas de faire tout ce que je fais depuis toujours. Donc pour le moment, ça ne me dérange pas. Voilà. C'est plus, je suis surprise aussi quand les gens me le renvoient, hein, tu vois, quand ils me disent à ton âge. De qui parlez-vous? C'est à moi qui cause. Donc, tant que je me laisse surprendre par l'âge que j'ai, je pense que c'est bon signe. Oui. Je le vis bien. Et comment tu vis, tu es une femme apparemment, comment tu vis ton genre? Merci. D'un point de vue phénoménologique, tu as... Je te remercie. Je peux constater que... Je suis rassurée. Eh bien, comment je vis ça? Oui, moi, j'adore être une femme. Moi, je suis très, très contente d'être une femme. D'abord, j'admire les femmes. Voilà. Moi, je suis pleine d'admiration pour les femmes. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce ne sont pas les femmes qui dominent le monde. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Parce que je trouve les femmes puissantes, complètes, avec un courage à toute épreuve. Moi, je les trouve. J'aime les hommes, mais j'admire les femmes. Et donc, je suis très, très contente d'être femme parce que moi, je trouve que ça m'a permis des tas d'expériences que les hommes ne peuvent pas faire. Et ouais, je me sens vraiment bien dans ma peau de femme. Solidaire des femmes. Donc, moi, je le vis très, très bien. Très, très bien. Voilà. Je te dis, je pense que les femmes... je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un déploiement plus important des valeurs féminines, enfin, que les femmes portent, parce que je pense qu'effectivement, le fait d'avoir des enfants, de créer, d'avoir des responsabilités de maternage, de maternante, font qu'on a
une disposition, une disponibilité à être beaucoup plus respectueuse du genre humain, de la vie en général. Il y a des exceptions, hein, évidemment, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais généralement, je trouve les femmes beaucoup plus aware de ça. Et je trouve que si elles prenaient le pouvoir, hein, le monde irait mieux, quoi. Il y aurait moins de conflits stériles. Bon, alors je me fais peut-être une illusion, hein, c'est possible que je fantasme, mais pour l'instant, je pense ça. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne un petit peu plus les commandes pour réorganiser un petit peu ce bordel. Mhm. Et Ah oui, je voudrais rajouter quelque chose, si oui, tu me bien permets. sûr, bien sûr. Parce que depuis toujours, je me souviens déjà que petite fille, ça me posait problème, ce truc-là. Depuis toujours, je suis mal à l'aise, oui, avec ces listes qu'on fait des qualités féminines et des qualités masculines. Tu vois, parce que quand on me dit ah, toi, tu es pénétrante, hein, qualité masculine. Je dis, ah bon. C'est vrai que moi, je me sens incisive, pénétrante, courageuse, mais je ne me sens pas masculine pour autant. Dès qu'on me dit « Ah, on te sent accueillante, bienveillante, féminin, hein. » Ah bon. Et il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Moi, je sens que ce sont des qualités humaines. Et effectivement, il y a des différences quelquefois entre la bienveillance chez les femmes ou chez les hommes, mais je veux dire, ce sont des qualités humaines que les deux ont, si tu veux. Et en tout cas, j'aime pas, tu vois, cette répartition par liste là. Voilà, je préfère me sentir complète, tu vois, mais il y a de la différenciation entre les façons d'être, ça c'est sûr, mais j'aime pas cette répartition-là de qualité, tu vois, ou des défauts d'ailleurs, hein. Et j'aime les hommes. Être femme, ça me permet d'aimer les hommes. Ça, c'est bien aussi. Et je les aime surtout quand justement ils savent exprimer, enfin, prendre en compte leur sensibilité. J'aime leur façon de l'exprimer qui est différente de la façon des femmes, c'est vrai. Et je les trouve sensibles, je les trouve bienveillants, accueillants. Enfin, tu vois, je ne vois pas à cet endroit-là qu'il y ait de différence. Qui est-ce qui a eu une influence majeure sur toi, sur la personne que tu es devenue et... Alors là, ça va être difficile de choisir parce que je suis une personne très influençable en fait. Ça peut être je dirais une personne et peut-être aussi un ensemble de circonstances peut-être aussi. Ça peut être d'ailleurs pas une, tu peux avoir plusieurs personnes, ça peut être aussi des... Oui. Mais beaucoup de personnes ont eu un impact sur moi et de l'influence sur moi. Bah, je vais laisser venir ce qu'il y a. Tu vois, il y a par exemple Madame Géranton. Personne ne connaît Madame Géranton. Non, qui est Madame Géranton? Et pourtant, c'est une personne qui a eu beaucoup d'influence sur moi. C'était ma prof de danse quand j'étais môme. J'ai eu cette prof de danse pendant des années, toute petite. Et alors, c'est une personne qui a eu beaucoup d'influence pour moi. C'est une grande pédagogue. Et donc, elle avait une manière de nous faire aimer la danse qui était juste formidable. Et puis, elle avait une manière surtout de nous faire confiance. Je dis nous parce que ce n'était pas qu'à moi, mais je vais parler de moi. Une manière de me faire confiance, tu vois. Donc, elle m'a confié rapidement des cours de danse à animer alors que j'avais que 12 ans. Ouais, elle disait, bon, bah, tu vas apprendre aux petits aujourd'hui. Et puis, elle nous disait, bon, bah, aujourd'hui, on va faire un spectacle, et alors vous allez faire les chorégraphies. Et puis, vous allez faire les costumes aussi. Oh, alors, pour nous, c'était juste extraordinaire. Et je pense que ça a démarré là, mon goût pour l'enseignement, tu vois, parce que... Et puis,
Bon, moi, j'étais dans une famille où on nous inspirait, on ne nous donnait pas tellement confiance en nous. Alors elle m'a protégée, si tu veux, d'introjecter que je ne valais pas grand-chose. Parce qu'il y avait ça, il y avait cette délégation permanente, hein, cet enseignement multiple. Tu vois. Et alors ça, je lui en suis reconnaissante. Madame Aquaviva. Personne ne connaît Madame Aquaviva. Prof de Encore. latin, prof de français-latin, il faut quand même le faire, porter un nom comme ça. Aquaviva, c'est super. Mais c'est pareil, si tu veux, c'est cette capacité que ces femmes avaient de nourrir généreusement en confiance, tu vois. Ça m'a vraiment marqué. Et je me souviens d'un événement avec Madame Aquaviva, j'étais en terminale, dans une section scientifique, mais moi j'avais gardé français-latin, parce que j'aimais bien. Et elle nous donne une dissertation à faire, et puis il y avait 2 sujets. Donc il y avait un sujet assez philosophique, puis un sujet beaucoup plus intime, qui était si vous avez une lettre à écrire au Père Noël pour dire ce que vous souhaitez pour le monde, que diriez-vous? Et je suis la seule à avoir choisi ce sujet-là. Et alors, quand je m'en suis aperçue, j'avais un peu les pétoches. Tu vois. Et quand elle a rendu les copies, elle m'avait mis 20. Oh, 20, une dissertation, tu te rends compte ça, c'était... Alors, je ne suis pas sûre que c'était pour le style, qui devait être correct, mais pas exceptionnel. Mais tu vois, devant toute la classe, elle a validé le courage d'avoir choisi le dévoilement, l'intimité, l'engagement, tu vois, dans un sujet qui m'exposait. Ah, voilà. C'était vraiment merveilleux comme sensation. Tu vois. Donc moi, je pense que les gens qui m'ont marqué, c'est surtout peut-être beaucoup des pédagogues, mais des gens qui savaient tenir, porter, donner confiance. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Et qui savait choisir de voir, comme tu racontais tout à l'heure, hein, comme tu as cette disposition à voir le bon chez les gens. Je vois comment à l'origine, il y a aussi ces femmes qui ont su soutenir, étayer tout le bon et le beau, tes dispositions. Ah, oui. Et ma mère, qui m'a valu beaucoup d'années de thérapie, elle m'a inculqué aussi de bonnes choses, comme par exemple le sens de la famille, mais qui est un sens élargi de la famille, tu vois, c'est-à-dire que chez nous, il y avait toujours, pas seulement les enfants, les tatas, les tontons, il y avait aussi les copains des enfants, et alors on se retrouvait des fois, je ne sais pas combien, à la maison, parce qu'il y avait cette maison ouverte, tu vois, et je pense que ça m'a beaucoup marqué, beaucoup influencé. À remercier de ça encore. Alors dans le domaine professionnel, bon, la liste des gens qui m'ont marqué, j'ai travaillé avec Noël Salaté, j'ai travaillé, bon, j'ai pas travaillé avec, mais je m'inspire de Francis Chéty, enfin de tas d'auteurs magnifiques. Mais c'est effectivement pas ceux-là que j'aurais envie de citer, c'est peut-être par exemple Serge Inger, tu vois, pour moi c'est une personne qui m'a marqué, hein, parce que c'est un excellent pédagogue, Serge. Et si j'ai la passion de la pathologie, aujourd'hui de la psychopathologie, c'est grâce à lui. Parce que c'était un conteur, et quand je l'écoutais parler de la psychopatho, j'avais la mâchoire qui tombait, j'étais passionnée, j'avais envie d'en savoir encore plus. Il savait rendre les choses intéressantes, et bon, ben, pareil, ça m'a influencé. Xavier Bonnet-Aymard, une personne intègre, mais alors lui, j'ai jamais rencontré un homme aussi intègre. Et tu vois, à le côtoyer, à le regarder vivre, faire, ça m'a ému jusqu'à considérer que c'était une valeur très, très, très importante. Marie Boutroll, une personne magnifique.
humaine jusqu'à la fibre la plus sensible d'elle-même, généreuse, accueillante, soutenante, bienveillante. Enfin, voilà, moi, c'est des personnes comme ça qui, plus que leur savoir, qui m'impactent, ont laissé des traces vraiment dans mon être, et qui me reviennent. Mais je dois dire que si je veux être complète avec cette histoire d'influence, moi, ce qui m'influence le plus, c'est les moments de vie, tu vois, au quotidien. J'aime beaucoup Camus, non pas pour le côté sombre de son œuvre, hein, parce que je suis pas très gai, Camus, avec sa théorie de l'absurde, là. Mais ce que j'aime chez Camus, c'est qu'il décrit toujours comment, au quotidien, tu prends des leçons. Tu vois, il décrit, tu deviens un sage si tu es chaque jour en train de regarder ce qui se passe et tu en tires des leçons. Tu vois. Et j'aime beaucoup ça. Et je raconte souvent une petite anecdote que je ne vais pas résister à te raconter. Ah ben, c'est tout l'intérêt de l'interview. Alors, au contraire, c'est super. Et par exemple, un de mes maîtres, c'est mon fils. C'est mon fils. Parce que, notamment, je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle influence beaucoup ma manière de travailler encore aujourd'hui. Et donc, mon fils avait 3 ans, tu vois, et c'était la période de Pâques, donc je vais avec lui faire des courses, et puis on sort du magasin avec un œuf en chocolat, gros œuf. Et puis en sortant du magasin, patatras, évidemment, il trébuche, et puis il s'écrase sur l'œuf. Bon. Alors, je te laisse imaginer les hurlements, le désespoir du monde incarné. Bon. Et moi, comme une mère idiote que j'étais à l'époque, je suis encore souvent d'ailleurs, je lui dis mais c'est pas grave, on est à côté du magasin, on va rentrer dans le magasin et puis on va acheter un autre œuf. C'est pas grave. Et alors, je me souviendrai toujours du regard en forme de fusil de mon fils me regardant, me hurlant dessus, me disant « Tu ne comprends rien, tu comprends rien. Je veux que tu t'assoies sur le trottoir et que tu me regardes pleurer. » D'accord. Donc, je me suis assise sur le bord du trottoir, puis je regarde pleurer. Ça a duré, pour une mère, ça a duré très, très, très longtemps, peut-être 5 minutes. Et moi, j'avais un sentiment de grande inutilité, tu vois. Mais lui, tu restes là, tu me regardes pleurer. Bon, très bien. Puis il s'est calmé. Très bien. Puis moi, toujours aussi idiote. Mais bon, maintenant que tu t'es calmé, on va retourner dans le magasin, tu vas acheter un œuf au chocolat. Et lui, il me dit non, j'en ai plus envie. Voilà, on remonte dans la voiture et on s'en va. Ah, d'accord. Et bien, figure-toi qu'aujourd'hui, je pense que je me sens une thérapeute qui s'assoit sur le bord du trottoir à côté de ses clients. Tu vois, parce que là, ça a été une leçon pour moi. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Et voilà, j'aime bien ça, tu vois, prendre des leçons de vie à l'occasion d'une rencontre, d'un moment qui semble un moment ordinaire de la vie, quoi, et qui te marque profondément. Voilà, j'aime bien. Et puis, je trouve super dans cette histoire, tu racontes aussi le changement du mouvement, en fait, comment, du coup, avec ce qui s'est passé, le désir change. Ah Il y oui. a quelque chose qui est vraiment d'une fluidité, de laisser Oui. de fermer, d'ouvrir aussi autre chose avec ça. Mais, tu vois, je crois que c'est ça vraiment la définition du contact, quoi. C'est-à-dire que là, mon fils, avec sa conviction, avec son énergie, avec son besoin, il m'a obligé à être en contact avec lui, alors que j'étais avec mes représentations, avec mes projections sur lui, sur son désespoir. Et là, il m'a obligé à le contacter.
Et il y a eu tu vois, ce moment de grâce, quoi, hein, dont on parle en Gestalt souvent, hein, qui est que, à ce moment-là, tu sens la transformation, quoi, tu la décides pas. Je me suis pas dit: «Ah oui, tiens, je vais faire quelque chose de ça». À un moment, j'ai senti que j'étais plus la même, tu vois? Tellement il m'avait obligée, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les bébés surtout et les enfants en général, parce qu'ils ont cette grande force-là, hein, encore, quand ils sont pas trop déjà, abîmés dans la relation, détournés de ça, ils ont cette grande force à te mettre en contact, quoi. Et c'est là que tout s'ouvre, et l'esprit, la conscience et le cœur et les sensations, de ce qui se passe, quoi, à propos de ce qui se passe. Et j'aime beaucoup ces moments-là, ils sont pas légion, je ne dirais pas qu'ils sont rares, hein, mais c'est vrai qu'il faut savoir les capter, quoi, hein. Mhm. Voilà. Et ça c'est bon, ma longue expérience en Gestalt, évidemment, m'a amélioré ma capacité à capter ces moments-là. Et en séance, en tant que professionnel, je crois qu'on est disponible pour ça, alors on les capte mieux, mais dans la vie quotidienne, quelquefois, je suis emportée par voilà, tout un tas de trucs, de préoccupations qui font que c'est le registre des représentations qui reprend le dessus. Mhm. Mais néanmoins, tu vois, voilà, ça a amélioré ma capacité à sentir ce moment-là et à me dire: «Ah, là, il se passe quelque chose, il y a de la transformation là». J'avance beaucoup comme ça, moi. Oui, c'est intéressant parce que tu réponds avec cette anecdote. La question qui était quel est un événement ou un ensemble des circonstances qui t'ont façonné, qui ont eu un impact sur toi. Bon, peut-être en as d'autres, mais Oui, j'en ai d'autres, Mhm. tu vois? Si on reste dans le registre des moments, heureux, enfin heureux dans le sens où c'est de la transformation, par de l'événement positif, ça peut être je me souviens d'une fois, tu vois, dans le métro, je m'étais assise avec mon bouquin, dans les 4 places là, sur un siège, Mhm. j'étais dans mon bouquin, puis quelqu'un s'assoit en face de moi, tu vois, avec son bouquin aussi. Puis par inadvertance, on se frôle, pardon, puis on lève les yeux tous les 2. Et alors là, tu vois, tu te dis: «Mais je connais pas cette personne», mais comme si le sourire arrive, l'envie de se parler, mais on ne sait pas quoi se dire, on ne se connaît pas, tu vois? Donc on se dit rien, on se regarde comme 2 benets, heureux, heureux de la rencontre. Et alors, cette personne, on a passé une demi-heure comme ça, à replonger dans le bouquin, à se regarder et à sourire, béatement. Puis à un moment, elle a fermé son bouquin, puis elle s'est barrée. Mais ça a été un moment pour moi de transformation et là aussi, je sens que ça me sert encore dans mon boulot parce que je peux affirmer, si tu veux, que la rencontre, la confiance, l'ouverture à l'autre, ça ne demande pas des années. Des fois, c'est une fraction de seconde. Tu peux même pas expliquer pourquoi, parce que je n'ai pas demandé de quoi de caisse. Et c'est là. Tu vois, c'est là, c'est comme. Et tu vois, ça m'est très utile dans mon travail, tu vois, de superviseur. Quand les gens me disent: «Ah ben oui, mais il faut que je fasse alliance, ça va prendre du temps». Je dis: «Non, l'alliance, la confiance, c'est de l'être, quoi, hein». Et donc, comment déjà toi ouvrir, hein, pour que l'autre éventuellement te rencontre. Et des fois, c'est une fraction de seconde, pas plus, tu vois? Et ça dure, c'est permanent, c'est beau. Mais, par exemple, j'ai perdu ma mère, ça fait drôle cette expression d'ailleurs, j'ai perdu ma mère, Perdu, ouais. Ouais. en 2020 là, elle est décédée le 1er avril. Alors, c'est pas sa mort qui m'a impactée là, parce qu'elle avait 96 ans, on va dire que ça faisait un petit moment que je me préparais à ça. Puis j'ai pas de grandes difficultés avec la mort, moi, en règle générale. Mais par contre, les circonstances de la mort, alors là.
parce que c'était Covid, la Covid, tu sais, c'était le début du confinement. Ils avaient confiné déjà dans l'EHPAD dans laquelle j'étais. Et là, ça a été, je ne pouvais pas imaginer pire, voilà, comme fin de vie, parce que on n'a pas pu la voir, on n'a pas pu l'accompagner, on n'a pas pu lui tenir la main, pas pu la rassurer, pas pu être là, quoi. Je sens que rien t'en parler encore Ah oui, ça me me remue. pareil. Oui, je sens toute la. Et alors là, là j'ai senti, si tu veux, que c'était aussi un moment de transition, hein, parce que là où je me laissais noyer, envahir par tout ce que je ressentais, hein, et c'était de la haine, l'état pur, du désespoir, de l'impuissance, où il fallait que je choisisse de faire quelque chose de ça, de faire avec. Bon, bah, c'était une grosse bataille, hein, je dois te dire. Et je sens les réminiscences encore, tu vois, parce que je crois que ça fait un petit moment que j'ai choisi de ne pas être une personne haineuse, par exemple. Tu vois, j'ai choisi de travailler les sentiments négatifs, pas de les empêcher, mais de les travailler. Mais là, j'ai eu du mal, hein, parce que je me suis vraiment sentie un peu débordée, quoi. Donc là, je suis encore en train de digérer cet événement, mais je sens bien que ça m'impacte, ça va participer aussi à ce que je deviens chaque jour, quoi. Et là, c'est un événement sévère. Et dans ma famille, on a un problème avec les décès, de toute façon, hein. J'ai un frère qui s'est suicidé, j'ai un père qui est mort aussi dans des conditions qui font qu'on n'a pas pu l'accompagner. Donc on a un problème avec ça. Et à chaque fois, ça, c'est une épreuve. Une épreuve. Mais tu vois, c'est pas la mort en elle-même, parce que ça, moi, je suis très, très tranquille avec la mort. Comme dirait Woody Allen, je m'en fous, quand elle sera là, je serai plus là, donc je m'en fous. Puis je trouve que c'est partie de la vie. Mais par contre, les conditions dans lesquelles on meurt, ça me touche profondément. Hein. Je l'ai vécu, puis je pense souvent à ça, à tous les gens qui meurent dans des conditions intolérables, inadmissibles. Donc ça me préoccupe. Mais tu parlais de ta valeur de solidarité. Et là, on est en plein dans quelque chose que tu ne peux pas vivre. On est impuissant pour un tas de trucs dans la vie, mais cette forme d'impuissance-là, moi, me touche, me met en mouvement, hein, parce que j'ai beaucoup envie d'améliorer les conditions de vie, bien sûr, mais aussi d'avant la mort. Tu vois, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu es encore en cours de transformation et d'assimilation de ça. Tu ne sais pas encore comment ça t'a transformé. Tu sens que c'est au travail, mais tu ne sais pas encore. Je sens, si tu veux, que ça participe au grand travail de renoncement, hein, qui est nécessaire pour être stable dans sa vie. Donc il y a un tas de choses auxquelles j'ai dû renoncer, contrainte et forcée, mais certes, mais quand même. Je veux dire, le travail de renoncement, personne ne m'y contraint, c'est moi qui le fais. Donc ça, je sens que ça a sollicité cet aspect-là du travail que je fais chaque jour, comme nous tous. Hein. Mais il y a encore des éléments qui ne sont pas assimilés. Je ne sais pas encore ce que ça va me faire devenir. Hein. Mais je pense que c'est un long deuil. Quoi. Déjà, le deuil, ça prend du temps, mais quand c'est dans des conditions qui ne le permettent pas, c'est long. C'est long. Il y a une question, j'étais en train de penser là, une question. Je t'écoutais, je me disais, comment te poser une autre question après ce que tu dis.
me remue parce que ça, évidemment, ça parle de la mort, ça me fait penser au mien, mais ça me fait penser effectivement à ces conditions épouvantables. On a tous été touchés par ça, ces circonstances très particulières de sentiment d'impuissance et de la rage. Oui. Et moi, j'ai eu beaucoup ça avec mes clients, enfin, les jeunes, beaucoup, qui voyaient leurs grands-parents partir, et voilà, puis nos vies. Alors, cette question, vraiment, je la mets pas dans ce contexte-là, mais du coup, bon, je te la pose dans ce contexte-là parce que quel est ton rapport, parce que tu parlais d'impuissance, quel est ton rapport au pouvoir et au privilège? Je me disais que, bon, là, je me mettais en opposition, le sentiment d'impuissance et de ne pas pouvoir. Alors, je sais que je le pose exprès en disant, bon, je sais que j'influe en posant dans ces circonstances-là peut-être ta réponse. Alors, je te le dis pour que tu puisses t'en éloigner complètement s'il le faut. C'est juste moi qui fais ce cheminement. Ouais. Bah, ça dépend de la définition qu'on en donne, c'est toujours pareil, parce que quand on parle du pouvoir, de quoi parle-t-on, hein? Moi, j'aime bien le pouvoir, moi. Je trouve que c'est important, c'est utile. Il y a des tas de situations de ma vie où j'aime bien l'avoir. Et quand c'est juste, je ne vois pas pourquoi je ne le prendrais pas. C'est pas le pouvoir, moi, qui me gêne, c'est les intentions qui le sous-tendent, si tu veux. C'est la place que je fais à l'autre quand je prends le pouvoir. Moi, j'aime bien enseigner, tu sais, la relation sadomasochiste, parce que j'aime bien cette rayonnance du plaisir à dominer, parce que quand j'ai besoin de dominer mon enfant, c'est normal que je le fasse. Et c'est plutôt si je n'aime pas le faire qu'il va y avoir des problèmes. Donc le pouvoir, moi, ne me pose pas de problème en tant que tel. C'est au nom de quoi je le prends et est-ce qu'il est ajusté? Finalement, on retrouve toujours un de nos concepts gestaltistes, hein, qui est le concept d'ajustement. Si c'est ajusté à la situation, le pouvoir, c'est bien. L'avoir, le prendre, le garder. Voilà. Des fois, il faut le céder, il faut savoir aussi se laisser dominer, il faut laisser l'autre prendre le pouvoir parce que c'est ça qui est juste. Donc je pense que tu vois, c'est plutôt comme un continuum, quoi, ne pas l'avoir. C'est savoir circuler entre les deux qui est intéressant, je trouve, dans notre vie, dans nos relations. Je pense que toutes les relations sont faites de prise de pouvoir nécessaire par moment. Donc, c'est un concept, moi, qui ne hérisse pas le poil, en tout cas. J'aime bien. Et puis moi, voilà, en tant qu'enseignante et quand j'anime des grands groupes, il est intéressant que des fois, je l'ai, le pouvoir. Sinon, ça ne marche pas tout à fait comme je voudrais, ça ne va pas. Voilà. Mais aussi, même dans un enseignement, des fois, je le laisse à l'autre. C'est l'autre qui va passer devant. Moi, ça me paraît tout à fait logique, ça. Voilà. Alors, quel est le rapport avec les privilèges? Je ne sais pas très bien pourquoi tu mets les deux. Alors, cette question n'est pas de moi, et cette question vient directement de Heather, qui est canadienne, enfin, côté anglais, qui vit au Mexique et qui, je pense, a été après toute le scandale de la mort de George Floyd, et c'était dans un contexte, je pense, plus anglo-saxon américain, cette question qui est, voilà, je pense que, et voilà, et donc du coup, c'est vrai que nous, quand je la pose en France, comme on a été impacté, mais pas de façon aussi spectaculaire, elle est plus difficile. C'est pour ça que je suis un petit peu avec cette question, voilà. Ben oui, quand tu replaces dans un contexte, évidemment que les abus de pouvoir sont à condamner, mais c'est ce que je viens de dire, hein, les intentions, les manières de s'en emparer de manière désajustée, les manières de nier l'autre dans le pouvoir, tout ça est à condamner, hein, évidemment. Maintenant, les privilèges,
privilèges aussi quand ils sont abusifs et quand ils servent à écraser l'autre et à priver l'autre de certains privilèges. Voilà, hein. Maintenant, moi je me sens privilégiée ou privilégiée. Alors, il y a un côté, comment dire, je suis privilégiée, j'y suis pour rien. Moi, je suis née dans un pays où il est plus facile de travailler sur soi, de prendre le temps de la conscience, de respecter l'autre. On va dire, tu vois, moi, je trouve qu'il y a des pays où c'est un peu plus compliqué quand même, hein. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de privilèges que j'ai. Je suis née dans une famille il y a des choses à travailler, mais bon, c'est pas le summum de la maltraitance. J'ai toujours eu de quoi vivre confortablement, tu vois, c'est pas à la rue. Donc il y a un certain nombre de choses que je considère comme des privilèges parce que voilà, ça m'a été donné, quoi, hein. Maintenant, il y a un certain nombre de privilèges que j'ai aujourd'hui, que j'ai construit, que j'ai créé, que tu vois, une certaine forme d'abondance, pas seulement financière, mais d'abondance de relations, d'abondance de retours aimants. Il y a beaucoup d'abondance d'amour dans ma vie. Je suis entourée beaucoup de gens qui m'aiment et de gens que j'aime. On pourrait dire que c'est un privilège, mais en même temps, c'est gagné de haute lutte. Oui. Voilà, donc il y a des privilèges qu'on peut construire, même si on est dans un monde où ça ne nous a pas été donné. Donc, moi, c'est ça qui me fait aussi beaucoup aimer la Gestalt, hein, c'est que c'est un message qui est délivré dans cette posture-là. On dit fais de toi ce que tu souhaites, crée-le, ne sois pas juste le résultat de ce qu'on t'a fait. Mais je reconnais qu'il y a quand même des endroits dans le monde où c'est quand même un peu plus compliqué de faire, hein, je veux dire. Des endroits où l'oppression est telle, où la contrainte est telle, où l'injustice est telle qu'il faut quand même bosser plus, hein, pour se sentir privilégié. Hein. Donc j'ai de la chance. Je sais pas, je ne crois pas trop au concept de chance, c'est un truc qui ne me parle pas beaucoup. Donc je ne sais pas expliquer pourquoi moi je suis née dans ce pays-là. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne peux que m'en réjouir. Et ça, je sais le faire. Parce qu'il faut s'en réjouir, je trouve. Ça, c'est au moins ça. Au moins se réjouir tu vois, des choses qui nous ont été données sans effort. Et puis construire le reste. Voilà. De ce point de vue-là, tu vois, j'aime bien le travail, mais je n'ai pas eu l'impression de faire des efforts pour ça. J'ai eu l'impression... je suis plus une marathonienne qu'une sprinteuse. J'ai eu l'impression tout le temps de faire, tu vois, ce travail de création de ma vie, ce qui n'est pas fini. Et donc, je pense que si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Et c'est ça que je soutiens chez mes clients, moi, beaucoup. C'est la capacité de création, la légitimité, oui, ça, oui, à créer, hein, son existence. Ça, c'est ça formidable, moi, quand on arrive à réaliser que c'est possible. Oui, tu soutiens l'espoir aussi. Pas l'espoir. Non? Non, j'aime pas l'espoir, moi. Ah non, tu n'aimes pas l'espoir? Ah oui. J'aime pas l'espoir parce que je trouve que... alors, je trouve que beaucoup de gens souffrent de l'espoir. Ils espèrent que leurs parents les aiment, ils espèrent obtenir de la reconnaissance de là où ça viendra jamais, ils espèrent avoir une vie meilleure, mais ils attendent que ça tombe de je ne sais où, ils espèrent être quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Enfin, tu vois, donc j'aime pas trop l'espoir. Donc c'est autre chose que je soutiens, c'est la foi. La foi dans la créativité, la foi dans le moment d'après, si on est en contact, la foi dans le chemin, la foi dans le possible. Tu vois, il y a du possible. Mais c'est plus la foi que l'espoir. Je me méfie de l'espoir, on va dire.
Je sais pas. Peut-être autant que tu le décris, où il y a quelque chose de un peu passif, un peu immobile quand tu parles de l'espoir. Alors que quand tu parles de la foi, je me sens dynamisée à la manière dont tu en parles et du coup, j'imagine comment ça peut être initiateur d'un mouvement en fait. Oui, oui, il y a plus de solidité, de centration dans la foi. Moi, j'ai pas de conviction religieuse du tout, mais j'ai cette foi-là que les choses sont possibles, tu vois. Et ben, je sais pas, je sais que toi aussi, en tant que thérapeute, tu dois rencontrer tous ces clients qui ont tellement d'espoir, mal placés, que c'est difficile à travailler, hein, de leur faire renoncer à ça, justement, pour accéder à ce qui est possible. Renoncer à l'espoir de l'impossible pour accéder à ce qui est possible. Hein. Et là, moi, je pense que ça s'origine plus dans la foi et dans l'expérience. C'est le magnifique de notre métier, c'est qu'on peut leur faire l'expérience, on peut faire l'expérience ensemble du possible. Et après, il y a la foi qui arrive. Oui, c'est intéressant aussi ce que tu là, mais bon, on pourrait en parler, mais ça m'intéresse parce que je me disais, il y a une affaire de contact aussi avec l'espoir et avec la foi. Et j'entends la foi comme quelque chose de plein contact, quelque chose qui est vraiment expériencé avec ce que je suis ici et maintenant, dans la réalité de la connaissance. C'est connecté à plein de choses, mais Oui, mais c'est vrai que moi, je connecte beaucoup la foi avec l'expérience. Hein, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse avoir la foi en quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté ou dont on n'a pas l'expérience. C'est pour ça que moi, je n'ai pas la foi en Dieu, pas l'expérience de Dieu. Bon, mais par contre, quand j'ai fait l'expérience d'un sentiment, d'un vécu, et que quelqu'un m'en a donné l'opportunité, hein, la vie ou un thérapeute ou un ami, à ce moment-là, hein, je peux m'installer dans la foi que c'est possible, puisque c'est vécu, au moins une fois. On parle depuis le début de ton rapport avec la Gestalt. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment tu es arrivé à la Gestalt, justement. Eh bien, je suis arrivée à la Gestalt parce que j'ai fait un passage à l'acte. Ça, mais tu arrêtes de dire des gros mots. Bon, je ne raconterai que celui-là, pas tous les autres. Oui, j'ai fait un énorme passage à l'acte parce que, en fait, moi, je suis éducatrice spécialisée à la base, tu vois, et donc, à l'époque, longtemps, quand tu voulais faire cette formation, tu étais obligé de commencer, avant d'entrer à l'école, par une année de travail dans le domaine de l'éducation spécialisée. Alors, comme j'ai passé mon bac tôt, j'avais 17 ans, je me suis retrouvée à 17 ans, sortie de ma banlieue, à travailler avec des enfants. Tu vois, à l'époque, je travaillais à Saint-Mandé dans l'Institut pour aveugles. Ce n'étaient pas les enfants les plus difficiles dans le registre de l'éducation spécialisée, mais quand même, si tu veux. Et alors là, ça a été un choc. Donc, ça a été un formidable prétexte pour moi pour commencer une thérapie. Donc, je ne savais même pas ce que c'était, moi. Donc, j'ai commencé une thérapie. J'ai commencé une thérapie en analyse reichienne avec une femme qui était formidable, d'ailleurs, Arlette Gastine, une grande figure de la thérapie reichienne. J'en ai fait pendant 8 ou 10 ans, je ne me souviens plus exactement. Alors, je dis une formidable opportunité et prétexte parce que, bon, il a bien fallu que je m'aperçoive quand même que j'avais tas de choses à travailler en dehors du fait que les enfants me mettaient un petit peu en difficulté. Et donc, j'ai jamais cessé d'être après mon travail. Et donc, j'ai commencé en analyse reichienne. Alors, il y avait déjà une dimension corporelle qui m'intéressait beaucoup, mais il y avait... Sauf qu'au bout de 8-10 ans, il s'est passé quelque chose entre ma thérapeute et moi qui ne m'a pas plu. Voilà, elle m'a dit un truc, ça ne m'a pas plu du tout. Et comme je n'étais pas outillée pour la confrontation à l'époque, je me suis barrée.
sans dire ni quoi ni qu'est-ce. Ce qui fait que je comprends assez bien les clients qui se barrent de la thérapie. Mm. Et bon, mais comme j'avais une petite conscience quand même, j'étais coupable, mais j'arrivais pas à retourner la voir pour dire je suis pas d'accord. Et je me sentais coupable. Et donc je me dis bon, je vais aller voir une autre thérapeute pour essayer de me soulager un peu de la culpabilité, parce que je vais jamais y arriver toute seule. Et par hasard, je suis allée voir une thérapeute gestaltiste avec laquelle j'ai fait qu'une seule séance, d'ailleurs je ne suis pas restée avec elle après. Et alors, elle m'a parlé de la responsabilité. Elle m'a dit que j'étais créatrice de ma vie, que j'avais le droit de ne pas être d'accord, que j'avais des choix à faire et que j'en avais fait un, que peut-être j'étais pas à l'aise avec le choix que j'avais fait et que c'était à travailler effectivement, mais que ça s'appelait un choix. Et alors là, ça a été le coup de foudre total parce que à l'occasion de ma thérapie et de l'analyse reichienne, je n'avais pas touché ce concept-là. J'ai beaucoup travaillé des choses intéressantes, mais je ne m'étais jamais sentie considérée comme une personne responsable. Ça tenait autant à moi qu'à la technique, hein. Mais ça ne m'avait jamais été formulé comme ça. Et là, ça a été vraiment pour moi une révélation, tu vois. Et donc, ça a déclenché chez moi l'envie de me former, parce que j'en avais un peu marre du métier d'éducatrice, qui me rendait très impuissante. Et j'ai commencé tout le circuit de la formation. Comme je suis une autodidacte, ça a pris beaucoup de temps pour moi, mais Comment ça, tu es une autodidacte? Qu'est-ce que tu veux dire par là? ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas passée par un circuit universitaire, tu vois, pour Ah, faire de la psychologie. Donc, j'ai fait l'école d'éducatrice, qui était déjà une base c'est plutôt pratico-théorique que pratique. Ouais. théorico-pratique. Donc, j'ai fait plus de clinique en éducation spécialisée que de théorie. Mm. Et donc, après, après, j'ai fait un nombre de métiers incalculable. J'ai même été conducteur de métro, pour te dire que, tu vois, je suis passée par des trucs et des machins. Et ça, c'était pour gagner ta vie, pour pouvoir payer ton école de formation? Absolument. Ah oui. Mais aussi parce que j'en avais marre de l'éducation spécialisée, je ne me sentais pas bien, pas à ma place, je me sentais impuissante. Donc, comme je ne savais pas encore comment me diriger, j'ai fait un peu ce que je trouvais sur mon chemin pour vivre. Et puis, mais par contre, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que chaque chose que j'ai faite a participé à mon chemin de thérapeute, pour devenir thérapeute, tu vois. On peut se dire conducteur de métro, qu'est-ce que ça a à voir? Ben si, parce que quand tu passes 6 heures de temps dans un métro et que tu dois être vigilant sans avoir rien d'autre à faire que d'être vigilant, tu travailles le awareness, l'état méditatif, enfin, tu vois. Donc j'ai fait une formation de 10 ans à la RATP, qui m'a payé ma formation de gestaltiste. Et donc, tu vois, c'est ça, je me suis formée à l'occasion des différentes expériences professionnelles que j'ai eues dans des secteurs très, très différents. Mais toujours, ça m'a conduit vers le métier de thérapeute gestaltiste. Et donc, voilà comment un passage à l'acte peut se révéler tout à fait une opportunité. Mais oui. Oui, non, je tiquais sur le mot autodidacte parce que, tel que tu le dis là, dans ces circonstances, on aurait pu imaginer que tu avais appris à être gestaltiste toute seule dans ton coin. Ah oui, Et en fait, non. Non, j'ai fait une formation tout à Oui, fait classique. oui. Mais je crois que j'ai plus appris les concepts sur le terrain, tu vois, Oui, c'est ça. qu'à l'université ou dans les livres. Oui. Ce qui me donne cette impression, pas de m'être débrouillée toute seule, loin de là, mais quand même d'avoir appris par moi-même, enfin quelque chose d'intermédiaire, quoi, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce qui t'attire le plus dans la Gestalt? Tout.
Bon, très objective, là, alors c'est vas-y. très objectif. C'est une posture oui, avec laquelle je suis tout à fait en accord, sur la posture. Après, C'est une posture. dans le fait, c'est autre chose, mais la posture, je suis tout à fait en accord. Qu'est-ce que je pourrais sélectionner qui est le plus... Alors déjà, il y a quelque chose que je trouve vraiment formidable et tout à fait en adéquation avec, tu parlais des valeurs au début, mais avec des valeurs profondes que j'ai, c'est le fait que c'est une posture qui n'est pas une posture d'amputation. C'est une posture d'addition. La Gestalt, je m'explique, on n'exclut rien, jamais en Gestalt. On ne cherche pas à supprimer des parties. On ne cherche pas à supprimer des manières d'être pour mettre d'autres à la place. Ce concept d'enrichissement, d'élargissement des possibilités, mais qui comprend l'idée que ce qu'on est ne changera jamais. On va garder notre capacité à être méfiant, notre capacité à réguler par la rétroflexion. On va tout garder. Et en plus, on va rajouter d'autres possibilités, comme la possibilité d'être confiant. Alors là, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Tu vois, voilà. Il n'y a pas d'amputation, donc il n'y a pas de clivage, il n'y a pas d'exclusion surtout. C'est une posture qui ne souffre pas l'exclusion. Et alors, non seulement ça correspond à ce que je ressens, ce que j'aime, ce que je veux pour moi et pour les autres, mais je trouve que c'est vraiment un concept qui est tout à fait adéquat au monde aujourd'hui, tu vois, où l'exclusion est en première ligne, la scission, la séparation, qui est le meilleur, tu vois, qui a raison. Et nous, on va prôner qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas quelqu'un qui a raison, il y a du différent, et avec ça, on va faire du encore plus riche. Moi, je trouve ça extraordinaire comme vision, tu vois. C'est pas toujours facile à appliquer, ça, certes. Mais l'idée, tu vois, le mouvement vers, moi, voilà, je trouve ça formidable. Qu'est-ce que j'aime encore dans la Gestalt? J'aime beaucoup dans cette posture l'implication particulière, je pense, du professionnel, qu'il soit thérapeute ou coach, du moment qu'il est dans cette posture gestaltiste. Parce que je trouve que dans la posture gestaltiste, on mouille particulièrement sa chemise. Non pas que dans d'autres techniques, on ne le fait pas, hein, mais là, c'est particulièrement la chemise au moment où on se dévoile, où on va rechercher, tu vois, dans son ressenti profond, son expérience intime de ce qui est en train de se passer, de quoi se donner à voir, se révéler à l'autre, non pas pour l'importuner de nous, mais pour éclairer ce qui se passe. Ben moi, je trouve que faut y aller quand même. Hein, et je trouve ça beau, cette implication-là particulière. Je trouve ça courageux, je trouve ça difficile. Je trouve que c'est une des choses les plus difficiles à acquérir dans cette posture, le dévoilement ajusté. Ajusté, oui, c'est ça. J'aime encore. J'aime beaucoup aussi cette idée du next, c'est-à-dire du pas à pas, si tu veux. Alors, j'utilise beaucoup cette métaphore parce que pour moi, elle est parlante. Je sais que je n'aime pas beaucoup la nature, mais j'ai des tas de métaphores avec la nature. Je ne sais pas d'où ça me vient. À cause de l'ennui, tu as eu le temps de la contempler. Alors, je déteste me balader en montagne. Néanmoins, tu vois, j'aime bien cette idée que ce n'est pas arriver au sommet qui nous intéresse en Gestalt. On s'en fiche complètement du sommet. On est vraiment dans profiter de chaque pas, avec cette idée que ça va bien nous amener quelque part. Au sommet, pourquoi pas. Mais si ça nous amène à côté du sommet, ça ira bien aussi. Mais alors cette idée, si tu veux, du faire un pas, profiter, regarder, sentir le mouvement qui vient de se faire,
Tu vois, ça, c'est quelque chose que je trouve fantastique. Et dans les séances de thérapie, c'est ce que je goûte le plus, tu vois. C'est ce moment où on est en train de sentir qu'un pas se fait. Et alors, cette espèce de remplissage, tu vois, du moment, parce que c'est même pas de l'autre, c'est du moment qui fait que je sais que je suis en train de vivre un mouvement, je suis en train de le vivre avec l'autre, on est en train de le vivre ensemble, on est en train de pouvoir regarder les petites fleurs, les cailloux, tu vois. Je trouve ça d'une beauté fantastique. Tu vois, ça me fait comprendre le concept d'esthétisme de la Gestalt parce que je l'éprouve à ce moment-là, tu vois, je l'éprouve. Comment c'est fluide, plein, encore une fois transformateur, mais tu vois, mais c'est le pas que je fais avec l'autre qui est transformateur. Pas l'objectif à atteindre, c'est la balade qu'on fait ensemble. Oui, quand tu le décris, les images que j'avais, c'était vraiment du coup aussi, je sentais l'importance de la qualité de ta présence, le fait de ne pas avoir un objectif qui est loin, qui te déporte de là où tu es, qui te fait que tu te ramènes là, que effectivement cette conscience esthétique, c'est vraiment dans, à partir des sens et donc de l'awareness et donc et tout est tellement relié quand tu le décris, juste d'être là. Oui, tu as raison. L'objectif à atteindre me détourne de l'autre, me détourne de moi-même, si tu veux. Alors effectivement, c'est tout sens disponible qui fait que je peux vraiment goûter ce moment de rencontre, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je suis pas, enfin, j'aime l'art, mais je ne suis pas spécialement artiste dans une production de quoi que ce soit. Mais là, moi, je me sens profondément dans un processus de création, tu vois, parce que je me sens dans cet esthétisme-là, c'est-à-dire ouvert à la musicalité de la rencontre, ouvert tu vois, à ce qui se donne à voir de ça. Je ressens corporellement l'autre et moi, les deux ensemble. Et je trouve que là, bon, j'anime la FAPAR, je dois ce bonheur à Xavier Bonnet-Aimard, mais je pense que le processus de création, je le vis intensément, même si après je n'en fais pas d'autres œuvres que celles que je fais dans mes cabinets avec mon client, c'est-à-dire ce petit pas transformateur qu'on ne pense pas à l'avance, qu'on n'attend pas spécialement, on est juste occupé à être ensemble et qui advient. Ça arrive. Tu vois, et là, moi, j'ai la foi là-dedans parce que ça arrive toujours. Oui. À un moment ou à un autre, ça arrive. Donc, je sais que ça dépend en partie de ma disponibilité, bien sûr, mais pas que. Tu vois, c'est quelque chose d'incroyable quand on s'astreint à être là, voilà, juste là. Et c'est une grande qualité, je trouve. Tu vois. Donc voilà, moi je trouve que je suis privilégiée, tu vois, de pouvoir goûter ça régulièrement dans ma vie et dans ma profession, parce que c'est quelque chose quand même. Alors, je pense que toi, tu es une artiste, tu dois le connaître dans ton art, mais c'est goûteux, vraiment très goûteux. Oui. Tu dis, tu nous as dit au début, hein, que tu es formatrice, tu es superviseur, tu es thérapeute. Est-ce que tu fais... comment tu l'utilises, la Gestalt? Est-ce qu'il y a plus que ce que tu nous as dit? Et puis aussi, c'est peut-être plus compliqué, même si tu viens de nous décrire là quand même beaucoup ta posture. Comment toi, tu parlerais de l'essence de ta pratique? Est-ce que c'est une essence? Bon, moi, je dirais aussi peut-être un style ou j'en sais rien, mais prends-le un peu comme tu le sens là maintenant. J'ai déjà oublié le début de ta question. Le début des questions, c'est
tu es formateur, tu es superviseur, Ouais, tu es thérapeute. Qu'est-ce que tu en fais d'autre et quelle est l'essence de ta pratique? Alors, je ne forme pas que des thérapeutes, je forme aussi j'accompagne des coachs ou des gens de l'entreprise à intégrer cette posture-là. Donc, je crois que je travaille beaucoup à élargir. Je crois que quelqu'un avait dit que la Gestalt, c'était uniquement réservé tu vois, à la relation thérapeutique. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est bon pour toutes les relations, cette posture. Donc, plus je peux élargir le champ de l'enseignement, de la transmission, plus ça me convient, moi. Et d'ailleurs, là, je suis très, très occupée à faire des visios, tu vois, des enseignements par visio, parce que je ne sais pas très bien écrire. En tout cas, j'aime pas trop ça, moi, l'écriture, et donc je suis plus à l'aise à l'oral. Peut-être ça s'entend, j'espère. Et donc, je suis occupée à faire des enseignements par visio pour les mettre en ligne, parce que je trouve que voilà, j'ai envie de dépasser le cadre d'une école, d'une profession, tu vois, j'ai envie qui a envie de s'intéresser à cette posture le fasse. Donc, voilà, donc je fais ça. Ce que j'en fais d'autre. Je crois que ce qui me bouge le plus en moment, c'est d'essayer d'en faire quelque chose dans ma vie quotidienne. Voilà. Parce que c'est ça qui me sidère toujours un peu. Pour moi, mais heureusement, je suis déculpabilisée par le fait que je constate que c'est pour tout le monde pareil. C'est que dans mon cabinet, alors là, une posture gestaltiste impeccable, non, certainement pas, mais bon, grosso modo, je maîtrise quand même assez bien la posture, avec le style que je dirai plus tard. Mais alors, dans la vie, je me surprends quand même à oublier beaucoup, très souvent cette posture. Voilà. Donc, voilà, ça m'embête. Et en ce moment, je suis vraiment en réflexion là-dessus, tu vois. Donc, il y a des paramètres qui l'expliquent, évidemment, hein, parce que dans le cadre de la profession, on est suffisamment en sécurité. En tant que thérapeute, on a aussi le cadre, on a l'horaire, la fonction, la blouse, même si on ne la met pas, mais on a la blouse de thérapeute, tout ça. Donc, ça crée un cadre qui fait que c'est beaucoup plus facile d'être disponible à l'instant présent et à l'autre. Donc, ça explique une partie de cette situation. Mais quand même, l'écart est souvent tellement grand, tu vois, que je réfléchis beaucoup à ça. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, c'est plus compliqué d'être dans l'ici et maintenant Là, souvent, je me dis ça, moi, je travaille beaucoup parce que ça me permet d'être dans l'ici et maintenant un maximum de temps, tu vois. Parce que le reste du temps, j'oublie, je suis ailleurs, je suis encore dans de l'autrefois, dans des souvenirs, dans des représentations, des projections. Et donc, voilà, j'aimerais bien trouver les chemins pour que ça devienne pas aussi facile, mais quand même aussi évident dans ma vie de tous les jours. Et peut-être ce serait ça mon ambition, si tu veux, c'est pas que ça soit pas juste réservé au cabinet, tu vois, qu'on fasse des grands cours de vivre au quotidien la posture. Voilà. Une philosophie de vie, en fait, que ça dépasse le cadre clinique, mais vraiment développer une posture philosophique qui serait avec par ce truchement. Oui. Le problème de la philosophie, c'est que ça reste un petit peu théorique toujours. Donc, comment le mettre, l'incarner? Et comme moi, je n'ai pas de parcours spirituel particulier, je n'adhère pas à un courant, tu vois, spécifique. Je m'intéresse à tous, et bien sûr, ça fait partie de la culture, mais je ne suis pas engagée dans un mouvement. Je n'ai pas ce support du chemin spirituel qui, parfois, il me semble, pourrait ressembler un peu à ça, je ne sais pas. Mais moi, je trouve qu'on a suffisamment de matériaux dans cette posture pour l'incarner au quotidien.
et donc en faire quelque chose de beaucoup plus voilà, voilà, utile dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça ma direction de recherche en ce moment. C'est intéressant parce que du coup, tu, tu ouvres ou tu réponds ou tu fermes, c'est toi qui vas voir. Une question qui était comment la Gestalt en fait t'affecte ou t'a affecté en tant qu'individu. Mais tu vois, tu nous donnes déjà un bon élément de réponse. Est-ce que tu as envie de le compléter? Ah bah oui, ça m'affecte, bien sûr. Je suis devenue une meilleure personne avec la Gestalt. Et bien sûr, il y a ma formation, bien sûr, il y a mes profs, mes enseignants, mais il y a surtout mes clients. Je veux dire, en fait, c'est mes clients qui me font devenir depuis des années et des années une meilleure personne, tu vois, parce que tu es obligé de travailler sans arrêt sur toi pour être avec l'autre, pour le rejoindre, pour rejoindre son expérience du monde, tu vois. Et donc moi, ça m'a obligé à laisser mes préjugés, les abandonner, à me rendre compte que je ne détenais pas la vérité, à me rendre compte que je pouvais ouvrir à l'autre sans être en danger. Tu vois, mes clients dans cette posture-là, parce que c'est lié quand même à la posture, pour moi, m'ont fait devenir une meilleure personne et c'est pas fini. Il y a encore du chemin, c'est ça qui est réjouissant. Meilleur? Qu'est-ce que tu entends? Je suis très jeune. Oui, c'est sûr, tu as l'éternité devant toi. Oui, j'ai 40 ans, donc toute ma vie devant moi. Quand tu dis meilleur, quand même, j'ai quand même envie de. Tu sais, ça me rappelle, je crois que c'était Jean Bonté qui disait, tu sais, sortons du bien et du mal, du meilleur ou du pire. Qu'est-ce que tu veux dire par une meilleure personne? Ben, plus riche de possibilités. D'accord. Pas que j'étais une mauvaise personne, hein, j'ai jamais été une mauvaise Oui. personne, moi, mais j'étais un peu étriquée, Mm. un peu resserrée, Mm. justement à cause de certaines représentations introjectées, Oui. qui donnaient lieu de sécurité, tu vois. Comme tout le monde, hein, j'avais Oui. certaines certitudes qui pouvaient me servir de sécurité. Et je sens, si tu veux, que j'étais obligée d'élargir un champ de conscience et de m'apercevoir qu'il y avait beaucoup plus de possibilités que celles que j'envisageais. Et en ce sens, je me sens meilleure, mais pas dans le sens, tu vois, plus gentille ou Voilà. plus riche, plus mobile, Mm. plus disponible à la différence, plus ouverte à la différence. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout, hein. Moi, je ne suis pas une fan de l'acceptation, comment on appelle ça, Inconditionnel. inconditionnelle. Voilà. Non, non, je ne suis pas une adepte du tout mais je suis plus ouverte à des tas de possibilités. Et en ce sens, je me sens meilleure. Enfin, avoir fait du chemin, on va dire ça comme ça. Avoir fait du chemin. Mais je le répète, hein, il y a encore du chemin à faire, hein, parce que j'ai encore mes petits précarés, comme tout le monde, hein, je veux dire. Mais moi, j'aime bien ça, l'idée que ça ne s'arrête jamais, qu'il y a du boulot pour la vie entière. J'aime bien. Ça me fait plaisir, ça. Il y a encore à apprendre, c'est formidable. Ben oui. Formidable. Voilà. Est-ce que tu te sens en faire partie de la communauté Gestalt? Est-ce que tu penses qu'il y a une communauté Gestalt? Est-ce que tu sens que tu en fais partie? La communauté, c'est un terme aussi que lui, il n'aime pas trop, mais la communauté. Ouais. Ça a des relents sectaires pour moi, communauté. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, la communauté Gestalt me fait suer, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, quand elle ressemble à une communauté sectaire, et ça lui arrive. Et puis, quand elle ressemble à plus, ou quand elle actualise quelque chose d'une solidarité, d'une famille de pensée ou de cœur, là, par là, je me sens, je me sens dedans, hein, parce qu'on partage un certain nombre
une certaine vision de l'homme et du monde. Donc là, je pense que oui. Et puis votre initiative, et je vous en remercie, en fait partie. C'est-à-dire cette idée que même si on a des styles différents, des cultures différentes, on a quand même une base commune à partager. Hein, et ça, j'aime bien ça. Parce que ça correspond à mon idée de l'universalité. C'est-à-dire qu'on a beau faire, il y a beau y avoir des différences, il y a une base commune, il y a un socle commun, quoi. Il ne faut pas l'oublier, quoi. De ce point de vue-là, parfois, les gestaltistes font famille, tu vois. Et je pense que d'ailleurs, c'est une famille qui a progressé parce que en 30 ans d'expérience, moi j'ai vu la famille changer, si tu veux. C'était une famille clanesque, avec quand même les guerres intestines, avec des grandes ruptures entre les différentes couleurs, les différentes conceptions de la Gestalt. C'était quand même assez sanglant à une époque. Hein. Et je trouve que ça s'améliore, que petit à petit, les choses voilà, se fluidifient. Tu vois. Parce que si on n'est pas capable d'appliquer nous-mêmes ce qu'on enseigne, c'est un peu quand même benet. Hein. Et nous qui prônons l'ouverture à la différence, l'accueil du monde de l'autre, quand on se fout sur la gueule parce qu'on a la bonne gestalt et pas l'autre, je trouve ça tout à fait curieux. Donc, et moi et les autres, nous devons encore travailler à accueillir les différences comme des richesses, y compris dans notre famille. Quoi. Et je trouve que ça a vraiment progressé. On est sur une bonne voie, donc j'espère que ça va se poursuivre. Je suis fière d'y participer à ça, parce que voilà, j'y crois vraiment que si on s'enrichissait les uns les autres, on ferait... Parce que moi, j'ai une grande ambition pour la Gestalt. Hein, pour la Ah ben justement, super, tu m'amènes sur un plateau. Alors, parle-moi du next que tu souhaites, toi, pour la Gestalt. Je crois que ça va révolutionner le monde, la Gestalt. Je pense que c'est la posture la plus ajustée à ce qui est en train de se passer comme conversion du monde, comme transformation du monde. Donc j'ai une grande ambition pour la Gestalt, qu'elle participe de façon active, dynamique à ce virage-là pour qu'il se prenne bien. Et une des conditions, c'est que on résolve nos dissensions internes pour pouvoir être plus puissants, plus forts, pour faire passer modestement et humblement notre participation quoi, à ça. Et je trouve qu'on a de quoi, soutenir, si tu veux, ce message de solidarité, d'inséparabilité entre l'organisme et tout ce qui consiste son environnement, c'est-à-dire tous les autres, quelle que soit la culture, le pays, la religion. Enfin, c'est l'autre, mais indispensable, on est inséparables, tu vois, donc il va bien falloir négocier ces virages-là. Et je crois qu'on a les outils, c'est plus que des outils, on a les convictions qui vont bien à ce niveau-là. Bon, mais il faut qu'on poursuive le travail entamé pour être crédible. Voilà, pour être crédible. Mais j'ai la foi. Oui. Et tu me posais la question de la spécificité, de ma singularité. Peut-être une de mes spécificités, c'est d'avoir une attention particulière à la dimension corporelle, afin de l'être au monde. Je pense que là, on a une grande force. C'est cette réappropriation du sensible corporel, de l'éprouver, tu vois, et de toute cette orientation par la sensation corporelle. Et ça me tient beaucoup à cœur que ça ne devienne pas, si tu veux, le centre de notre préoccupation, mais que ce soit vraiment une réappropriation, une remise à la bonne place de toute cette dimension nécessaire au processus de création, c'est-à-dire cette capacité à éprouver sensoriellement le monde, l'autre. Et donc, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup à cette réhabilitation de la dimension corporelle, du contact, dans le contact, hein, et notamment du contact physique aussi.
Je trouve, moi, que c'est aberrant d'imaginer le contact en mettant le contact physique dehors, à l'extérieur, comme si c'était louche, dangereux, tu vois. Donc, je milite beaucoup pour ça, avec André Divine, hein, qui est mon collaborateur co-animateur depuis 30 ans. Et je pense que cette dimension de la Gestalt, tu vois, est intéressante pour le monde qui amorce déjà un virage vers ça, le retour à la nature, que j'aime tant. C'est avant tout pour moi un retour au sens, quoi, au sensoriel, tu vois. À notre nature. Oui, oui, notre nature, et qui est basiquement physique. Ouais, et je trouve que voilà, c'est chouette ce qu'on peut faire avec la Gestalt dans le monde. Quelle a été justement ton expérience? Tu parlais des difficultés, hein, ce travail, cet ouvrage que tu remets tout le temps au travail, qui est toi-même, qui est ta pratique, dans ta relation à l'autre, l'autre avec un grand A. Quelle a été l'expérience qui t'a, là, maintenant, qui te vient, qui t'a demandé le plus de ressources, qui a été, tu vois, qui t'a demandé Donc, beaucoup? une question différente de celle de tout à l'heure, parce que je te disais que les décès que j'ai vécu dans ma famille m'avaient demandé beaucoup de ressources, mais c'est autre chose que tu as Oui, interrogé. c'est autre chose, c'est particulièrement dans ton travail de gestaltiste. Là, vraiment, ouais, ouais, pas d'un point de vue personnel. Dans mon travail de gestaltiste, des moments qui ont, ouais, c'est ça, des moments forts. Alors, dans cette famille gestaltiste, oui, quelquefois des moments où j'ai pu constater ou éprouver les guerres violentes, sanguinaires qu'on se livrait, m'ont beaucoup affecté, m'ont demandé d'aller puiser dans des ressources pour ne pas jeter l'éponge des fois, oui. Ouais, mais bon, j'ai réussi à traverser des moments de lassitude et de désespoir par rapport à ça, mais bon, ça fait partie du... Par contre, dans mon travail de gestaltiste, oui, quand même, comme tous les thérapeutes, il y a des moments où je suis très, bon, allez, disons-le, je suis très contente d'avoir pu participer ou de me sentir pour quelque chose dans le développement d'un client, des clients. Enfin, ils sont plus conscients d'eux-mêmes, ils sont à l'origine de leur choix, tout ça. Et puis je me dis, j'y suis bien pour quelque chose, tout ça, ou ils me le disent. Donc ça, c'est très gratifiant. Et puis, il y a des moments où ça n'a pas marché du tout. Notamment, alors des fois ça n'a pas marché, puis ça fait partie du travail aussi. On se dit, bon, ben, je me sens impuissant, j'y arrive pas, je comprends pas. Bon, l'autre s'en va, pas l'impression que bon, ça va, parce que bon, c'est inclus dans le métier, on va dire. Mais j'ai eu, je sais pas, deux expériences où la rupture a été douloureuse, vraiment douloureuse, où le client est parti, où la cliente est partie en se sentant trahie, en se sentant maltraitée par moi. Sans doute d'ailleurs que oui, j'avais dû la maltraiter, mais je ne savais pas trop comment. Je n'ai pas réussi tu vois, à faire le travail nécessaire, ni en supervision, ni en travail personnel pour éclairer ce qui se passait. Il a fallu, soit parce que la cliente est partie, soit parce que j'ai mis fin à la thérapie, parce que je sentais que ça partait vraiment de travers, quoi. Mais ça m'a laissé vraiment des souffrances, une souffrance profonde. Et là, il a fallu pas seulement que j'aille chercher des ressources en moi, mais que j'aille chercher des ressources à l'extérieur. Alléluia, la supervision, ou les amis, ou les collègues, hein, qui à ce moment-là arrivent en étayage, en support. Pour pas que, d'une manière tout à fait narcissique d'ailleurs,
je ne me prenne pas toute la responsabilité de l'échec, parce que je considérais comme un échec, mais que je puisse reprendre un peu de recul par rapport à ça, tu vois, et prendre la juste part de mon incompétence à accompagner cette personne, quoi. Mais ça a été des moments difficiles pour moi, oui, qui restent présents dans mon travail de quotidien, etc. Ouais, ils sont là tout le temps. C'est ces impossibilités de rencontre. Voilà. Des fois, tu sais, ça doit être comme ça dans les croyances religieuses ou spirituelles, mais des fois, ça met de la foi en doute. Tu te dis, ah là là, est-ce que tout ce que je crois, c'est vraiment vrai? Donc, il faut un petit peu de temps, il m'a fallu un petit peu de temps pour retrouver la foi en me rappelant les autres expériences, qui sont heureusement plus nombreuses. Et ça ébranle, ça m'a beaucoup ébranlé, cette non-rencontre. Ouais. Et justement, ton meilleur souvenir de la Gestalt en général, mais ça peut être durant ta formation, avec des clients, quand tu formes, je sais pas. C'est un souvenir marquant. J'ai pas un meilleur souvenir, j'ai des moments heureux. J'ai beaucoup de moments heureux, mais vraiment, les moments où j'explique quelque chose et que l'autre fait « Ah, mais bon sang, comme bien sûr, ça y est, ça devient clair. » Le moment en thérapie, le moment où quelque chose c'est clair. Ah, mais mon cœur est en train de se dilater de bonheur, tu vois, donc des moments heureux, enfin, c'est plus que ça, c'est des moments de bonheur, on en parlait tout à l'heure, c'est des moments de grâce. Ah, j'en ai plein, je me les entières. Et ça, c'est vraiment. Je ne suis pas prête d'arrêter, tu comprends bien. Ouais, je vois. Je suis une addicte aux moments de bonheur que me procure mon métier. Mes métiers, hein, parce que je les ressens autant en tant que Gestalt thérapeute qu'en tant qu'enseignante ou qu'en tant que superviseur. Tu vois, ça s'organise différemment, mais les moments de gratitude sur ce qui est en train de se passer sont d'égale intensité. Donc là, c'est vraiment formidable, 3 métiers qui te remplissent comme ça. Moi, je laisse ma place à personne. De ce point de vue-là, je suis contente d'être moi. Il y a des fois, ça me fait suer d'être moi, mais là, je suis vraiment contente d'être moi. Tu as parlé dans ton projet d'enseignement en vidéo. Est-ce que tu as, pour finir, je pense que ça va être ma dernière question, c'est quoi ton next à toi, professionnellement? Comment tu imagines la suite pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu rêves? Ça, je rêve de toucher un public plus large. Comme je suis feignante, je te l'ai dit, je rêve que cette transmission par vidéo me libère du temps, pas pour me promener dans la nature, mais pour rien foutre dans un hamac près de la mer quand même, pour m'occuper de mon petit-fils, pour consacrer plus de temps au monde en dehors du travail, en dehors du cabinet. Je rêve de quoi? Je rêve d'être inclus jusqu'au dernier souffle quand même dans cette famille, si tu veux. Pas l'intention de faire suer tout le monde à 80 ans avec mon enseignement, rassurez-vous, hein. Mais j'ai envie de me sentir inclus d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore, tu vois, là, je ne sais pas. Parce que je pense que là, ça relève du pas à pas et donc je ne sais pas où ça va me conduire. Mais oui, j'aimerais bien rester parce que dans ce travail, dans cette posture, dans cette manière de travailler la Gestalt, moi, je sens vraiment beaucoup de vie. Et comme je rêve un peu d'être vivante jusqu'à ma mort, j'aimerais bien continuer à trouver, pas à pas,
de quoi me sentir encore animée, participante à cette écologie-là, tu vois. Mais je ne sais pas encore sous quelle forme, parce que j'ai pas, tu te le dis, hein, moi j'ai pas un sommet de montagne à atteindre. Je sais que pour l'instant, le pas à pas me conduit toujours dans des endroits assez merveilleux, et donc je vais continuer ça, si tu veux continuer. Voilà, et le pas en ce moment, c'est vraiment ça, c'est... parce que, en fait, quand tu enseignes depuis 30 ans, si tu veux, il y a un moment quand même où tu te dis, mais mince, ça fait 147 milliards, 302 000 fois que je répète la même chose. Et il y a un moment de... Et donc, j'ai envie, si tu veux, de lâcher ça sur la vidéo, tu vois, pour pouvoir être plus dans la pratique, dans accompagner les gens, sur intégrer, sentir mieux la posture. Donc certainement plus dans de la supervision incarnée, enfin tu vois. Et donc il faut libérer du temps pour le remplir par autre chose, d'autres choses. Voilà. Donc j'espère faire partie du paysage gestaltiste, mais dans cette ambition de participer à l'évolution du monde, quoi. Voilà. J'ai cette chance, tu vois, je parle de chance, j'ai cette chance de ne pas avoir un ego trop énorme. D'ailleurs, c'est peut-être une manifestation de l'ego de dire ça, il va falloir que je réfléchisse. Non, c'est parce que tu as dit que c'était une chance. Tu n'as pas dit grâce à moi. J'ai une chance. L'énorme doute et complexe de moi-même fait que j'ai la chance de ne pas me prendre pour trop, de temps en temps un peu, mais pas trop. Ce qui fait que je ne suis pas tentée, si tu veux, par des places flamboyantes. Et je trouve ça, oui, je trouve que c'est une chance parce que c'est reposant. Je n'ai pas de montagne à escalader, moi, je m'en fiche. Mais alors, ces petits pas, tu vois, qui font que j'arrive à des endroits goûteux, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. J'ai l'ambition de continuer à côtoyer des tas de gens merveilleux, exceptionnels, comme toi. Oh. Si. C'est-à-dire de rencontrer des gens de qualité. J'ai cette ambition-là pour le restant de ma vie. Je ne veux pas me couper de ça, tu vois. C'est pour ça qu'aller planter des salades dans mon jardin, ah non, il n'en est pas question. Sauf si tout le monde vient avec moi. Ben oui. Voilà, si tu fais, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Si ça se trouve, on va te retrouver en train de faire des stages de perma-gestalt culture. La gestalt écologique. La gestalt écologique. Oui, c'est intéressant. Hein. Je suis en train de lire le bouquin de le dernier Cyrénique sur la psychologie écologique. Et d'ailleurs, archi-gestaltiste, hein, dans le rapport de l'homme et son environnement, je me disais, oui, il y a vraiment quelque chose qui se rejoint dans ce que tu dis, dans ce qui est en train de se passer. Ouais. Des conceptions communes, oui. C'est un concept qui monte en ce moment, hein, psychologie et écologie. Comment se regrouper, se rassembler, faire une synthèse de ça. Donc, c'est une recherche intéressante aussi. Est-ce que tu as quelque chose, une question que je ne t'ai pas posée, quelque chose pour clore, un point sur lequel tu as envie de revenir? Envie juste, encore une fois, de vous remercier, toi, et j'ai oublié le nom de ta collègue. Heather et Camilla. Un nom un peu compliqué pour moi, mais oui. et que je ne l'ai pas rencontré, donc ça ne s'inscrit pas dans ma mémoire. Mais vous remercier parce que je trouve que vous participez avec ce que vous faites à vraiment une vision solidaire de notre travail. Donc, vous remercier. Donc, je me souhaite de vous côtoyer encore. Ah, super. Moi, je remercie beaucoup pour ce temps. Chaque interview, je me rends compte et je suis nourrie, en fait. J'apprends, ça vient résonner. Ça me... Ouais, vraiment, je le prends en fait comme chaque témoignage comme un enrichissement et un enseignement pour moi. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu ne sais pas que tu m'as appris, mais que je te dirai à un moment donné, en tout cas.
Merci. Voilà, j'ai raccroché. À bientôt. Peut-être que je vais trouver d'autres manières pour refaire. Ouais. Écoute, comme ça a été un moment de plaisir, je suis prête quand tu veux. Ah, super. Ok. À bientôt.